Voilà, donc écoutez, bienvenue à tous. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes réunis, comme je vous l'ai dit, pour les derniers arrivés sur le sujet de l'exportation collaborative que nous allons donc, en tant que CBCI, animer avec Anne Martel-Raison. Donc, comment va se dérouler notre matinée? Une petite heure ensemble, 40 minutes de présentation, 20 minutes de questions. Les questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure de la présentation sur le fil de conversation que vous avez sur votre droite. Nous avons également la possibilité de vous envoyer, ça sera fait lundi, vous recevrez un mail avec le replay et la présentation du jour pour que vous puissiez pouvoir éventuellement revoir quelques slides. Donc, voilà, donc là, je vais pouvoir donc peut-être commencer par me présenter. Ensuite, je laisserai la parole à Anne avant de revenir vers vous sur une introduction globale sur les questionnements de l'après-crise et sa préparation. Ensuite, Anne vous expliquera qu'est-ce qu'est l'exportation collaborative et comment constituer un groupement export, avec quelques exemples de ce qu'elle a pu mettre en place avec les nombreux groupements qu'elle a pu créer, animer et qu'elle anime toujours aujourd'hui. Et de mon côté, à la fin, je vous donnerai l'exemple qu'on a pu faire en exportation collaborative sur les Hauts-de-France avec un groupement dans la décoration. Et voilà, nous conclurons par les échanges sur les questions-réponses et nous pourrons donc ensuite regarder la suite de ce qui peut être fait à partir de la semaine prochaine. Concernant donc Cécile Bourry, tout le monde ne me connaît pas, donc je dirige la société éponyme, Cécile Bourry Conseil International CBCI. À l'origine, j'ai été pendant 20 ans à la direction commerciale export d'une société que j'ai amenée à devenir leader mondial en fabrication de textiles haut de gamme. Je parle couramment français, anglais, allemand, italien, espagnol et nous avons donc depuis 10 ans, j'ai créé la société CBCI et nous sommes aujourd'hui entre 6 et 10 personnes dans l'équipe et nous avons une passion de l'international depuis toute petite, en tout cas moi concernant. Dans l'équipe, c'est pareil, avec des plus de solidarité, d'adaptation, de réactivité, de persévérance, de solutions à tout prix. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment ce qui nous caractérise chez CBCI. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a 4 axes principaux que je ne développerai pas aujourd'hui, mais au moins vous saurez qui on est. Nous agissons essentiellement sur la mise en place de la stratégie jusqu'au business plan, en passant par des diags export et des études de marché. Nous agissons sur le community management et parfois du site internet pour les primo-exportateurs. Pour les PME et les ETI que nous accompagnons dans leur développement international et marketing à l'export, nous assurons également de la formation, du coaching d'équipe. Et puis, sur le 80% de l'activité, c'est du développement commercial avec une partie sur la prospection, les relances, une partie très puissante sur le service export externalisé. Moi. Au nom des sociétés en leur nom et place avec une carte de visite. C'était le sujet des webinaires que j'ai animés sur les 2 jeudis précédents. Aujourd'hui, on est dans l'exportation collaborative et je suis ravie de présenter avec Anne ce sujet et je lui laisse donc la parole pour qu'elle puisse se présenter. Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde entend bien. Donc je suis Anne Martel-Raison, moi ça fait bientôt 20 ans qu'on a créé OCE International, on est basé à Marseille. À Marseille, on est une équipe à peu près de 6 personnes. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients dans leur internationalisation, donc sociétés françaises vers l'export à l'international et des sociétés aussi étrangères vers le marché français. On a une grosse expérience sur les marchés Amérique, du Canada au Brésil et sur la zone Asie et Asie du Sud-Est, du Japon au Vietnam. Notre objectif, c'est d'aider nos clients donc, et de les accompagner dans leur développement commercial sur ces marchés-là et de les aider à avoir une action pérenne et de s'établir, je dirais, avec un courant d'affaires qui est établi sur le long terme.
On agit dans beaucoup de secteurs, je dirais que ce soit de l'agroalimentaire, beaucoup. On est beaucoup dans l'agroalimentaire, mais pas que. Et on a deux types de clients. On a des clients entreprises qu'on accompagne de manière individuelle ou de manière groupée. Donc, le thème d'aujourd'hui est l'exportation collaborative. Et on a des clients aussi pour lesquels on fait essentiellement de la promotion et de la communication internationale, que sont les interprofessions de vin, par exemple, ou de produits alimentaires essentiellement. Et là, on est plutôt sur des programmes de communication et de promotion que sur des programmes de développement commercial. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'est à peu près tout. On va pouvoir commencer. Alors, notre relation à toutes les deux avec, c'est important de savoir d'abord notre relation toutes les deux avec Cécile. On est toutes les deux très actives au sein de l'OSCI. Moi, je suis vice-présidente et déléguée de l'OSCI en région PACA, et Cécile, déléguée régionale en Hauts-de-France. On est toutes les deux aussi CCE, conseiller du commerce extérieur de la France, est très impliquée dans ce réseau également. Et on a décidé ensemble, beaucoup de vous, vous savez, on a décidé de faire le rallye des gazelles, qui devait avoir lieu au mois de mars, mais Covid oblige, devrait avoir lieu, nous espérons bien, fin septembre. Voilà. Donc c'est ma gazelle. Voilà. On va peut-être commencer. Je te repasse la parole, Cécile, sur cette première slide. Très bien, merci Anne pour cette introduction. Rapidement, pour repréciser les zones géographiques qui concernent ces BCI, c'est assez complémentaire de ce qu'Anne peut vous donner. On est assez présent sur la zone Europe puisqu'on a dans les équipes que des trilingues français, anglais, allemand, espagnol. Et on a aussi une expertise de l'Europe vers l'Asie et de l'Europe vers les États-Unis. Voilà, alors, quelques slides un peu générales, puisqu'on est quand même dans une particularité avec le Covid. Quelques questionnements qu'on a pu rassembler dans les informations auprès des prospects, des clients et du réseau. Je suis également assez active dans le réseau des femmes chefs d'entreprise. Donc, on voit aujourd'hui que les gens se posent des questions par rapport à qu'est-ce qu'il faut faire et comment agir et comment rebondir par rapport à cette crise. Donc, la première chose dans les questionnements que vous pouvez soit déjà avoir pu pratiquer, soit pour vous aider à préparer et à sortir de cette crise, le premier questionnement, ça peut être un recentrage du développement commercial sur les marchés européens ou transfrontaliers. On verra aussi tout à l'heure que ce recentrage peut permettre pour des gens, par exemple, comme nous sommes basés à Lille, on est à 2 heures des plus grandes capitales, qu'elles soient allemandes, Belgique, Benelux, Angleterre, et on est à 2 heures en avion de pas mal de pays. Donc, ça nous permet aussi d'être assez actifs lorsqu'on pourra reprendre un peu de déplacement. Mais vous verrez également qu'on peut être assez actif aussi sur les zones États-Unis et Asie. Mais voilà, c'est un premier constat, peut-être un redéploiement possible pour pouvoir agir rapidement. La deuxième chose, peut-être prioriser vos marchés sur les marchés les moins touchés, les moins impactés par la crise. Vous savez comme moi qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne. On voit que vous avez d'un côté des gens qui sont impactés par le Covid, d'autres qui sont impactés plus ou moins par l'économie. Et du coup, la géographie bouge tous les jours. Vous avez par exemple les Pays-Bas, vous avez l'Allemagne, vous avez la Suède qui n'a pas été confinée du tout. L'Allemagne, les Pays-Bas ont été en confinement plutôt autodiscipliné. Donc voilà, ce sont des pays avec lesquels on arrive déjà à traiter depuis en télétravail depuis le début du confinement. Mais on voit aussi qu'en Asie, par exemple, la Chine a déjà repris. Donc c'est tout à fait possible dès maintenant de reprendre de l'activité avec ces zones qui sortent du Covid. La mise en place d'une prospection ou l'accentuation de la prospection digitale et virtuelle, ça peut vous permettre dans cette période actuelle de ne pas attendre et d'être déjà dans le mouvement. On voit aujourd'hui que le fait d'être tous connectés les uns aux autres, ça nous permet également d'être un peu plus sensibles à des messages qu'on peut recevoir un peu plus humanisés, de la visioconférence, peut-être du marketing digital via le community management ou
des campagnes emailing qui peuvent permettre de faire un peu de promotion sans perdre cette humanité que nous continuons à avoir par la visioconférence ou par le téléphone. Une autre idée serait de passer du B2B au B2C. Par exemple, pour les personnes qui aujourd'hui, je pense à l'agroalimentaire, il y a eu beaucoup de solidarité qui s'est fait autour de ça ici en Hauts-de-France et j'imagine aussi là où vous êtes, sur le fait d'aller chercher le moyen de livrer le dernier kilomètre et il y a des gens qui ont fait des shops, des click and collect, du site e-commerce en propre de manière à pouvoir ne pas rester dans l'inertie. Une autre idée, c'est peut-être de développer des gammes de produits ou des services plutôt plus haut de gamme ou qui rassurent par la qualité, le bio. On voit aujourd'hui, il y a 25% de consommation de bio en France qui a augmenté. On voit aussi en Allemagne que les personnes qui jusqu'à maintenant étaient plutôt sur des produits basiques ou des vins basiques partent plutôt sur des produits un peu plus premium. C'est plutôt parce que c'est un gage de qualité. Donc, quand on connaît le marché allemand, on sait que les Allemands ont besoin et ont envie de produits plus qualitatifs. Donc, voilà, ça peut être une autre idée pour vous. Et puis, donc, l'empreinte carbone, en la diminuant, on peut produire localement. Donc, c'est le cas, par exemple, on voit beaucoup aussi de nouvelles idées qui surgissent sur le fait d'aller s'implanter localement, soit en créant une filiale, soit en mettant des ressources sur place, soit en travaillant avec des partenaires comme on peut le faire dans l'exportation collaborative. Anne va vous l'expliquer ensuite. Et enfin, on sent dans ces périodes qu'on peut animer de manière assez efficace ces équipes via le télétravail. Alors chez CBCI, ça fait 10 ans qu'on fait ça, puisqu'on a une grosse partie de l'équipe qui est basée ici et on n'est pas toujours sur les salons professionnels ou en déplacement. Mais voilà, donc du coup, c'est aussi une possibilité maintenant qui est donnée à beaucoup plus de monde de travailler sur ces sujets. On va regarder ensuite la situation, l'impact sur comment préparer la suite. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre idée pour pouvoir sortir de cette crise de manière positive et constructive. Sur la mondialisation, on voit une production localisée de plus en plus forte, des personnes qui vont vouloir s'associer avec des sociétés basées à l'étranger, où on l'a vu tout à l'heure, donc on peut aussi faire les deux, un peu de recentrage commercial sur place et de l'exportation peut-être plutôt avec une production locale dans la mesure où c'est possible. La priorisation des pays, elle peut se faire aussi en fonction des défaillances. Il faut être très vigilant aujourd'hui. Vous avez pu entendre comme nous que la plupart des défaillances d'entreprises vont plutôt être situées autour de 25% au niveau mondial. On a plutôt 7% en Asie, plutôt 40% aux États-Unis et en Europe, on est plutôt autour de 15-25%. Donc, il faut être très vigilant dans les choix de pays. Vous savez, l'Italie et l'Espagne sont beaucoup plus impactés, donc ça ne veut pas forcément dire qu'il ne faut pas les traiter. Mais voilà, il faut peut-être avoir ces réflexions aussi dans la préparation de l'après-crise. Sur les modes de distribution, beaucoup de magasins sont fermés, donc peut-être effectivement avoir cette notion de se rediriger sur du e-commerce peut être une bonne idée. Dans la révision des modes de travail, on voit aujourd'hui que le télétravail et les visioconférences sont possibles et permettent aussi de faire plus de choses en attendant les déplacements et le présentiel. Mais je pense qu'après cette crise, nous aurons certainement une possibilité de continuer à faire ça pour diminuer à nous aussi notre empreinte carbone et peut-être animer des web salons ou des visioconférences avec des rendez-vous comme on le fait déjà. Sur les secteurs, souvent les gens me disent mais je suis dans un secteur traditionnel, comment je peux faire? Je ne suis pas forcément toujours sur un secteur porteur. On voit beaucoup de gens qui transforment aujourd'hui une partie de leur fabrication, ne serait-ce que pour la santé, le médical, le pharmaceutique, où on a beaucoup de personnes qui ont réorienté leur production sur la fabrication de masques, de gels, de blouses, de visières. Alors même si ça paraît être quelque chose de très court terme, on se rend compte que petit à petit, sur le long terme, il y a peut-être une production à conserver. Sur l'agroalimentaire, on parlait de l'augmentation de la gamme tout à l'heure. Ensuite, on a des secteurs porteurs sur le tech, la fintech, le digital, la cybersécurité, tout ce qui est e-commerce, e-learning, e-santé, les jeux en ligne. Ce sont des secteurs qui vont petit à petit devenir aussi assez prenant et porteur dans les mois qui viennent. Les énergies renouvelables, la transition énergétique, la transition écologique, tout ce qui est économie responsable et durable. Donc, pour tout ça, pour amener tout le monde à aller vers le mieux.
le bio. Et sur le secteur porteur ou sur le secteur traditionnel, si on n'a pas de possibilité d'aller sur ces secteurs nouveaux, eh ben, on va orienter toute sa recherche et développement, on va réorienter sur des nouveaux produits, des nouveaux services pour pouvoir rebondir. La logistique, la supply chain, on en a parlé tout à l'heure, peut-être assurer une livraison plus directe et plus proche du consommateur final. C'est aussi un moyen peut-être de rebondir par rapport à cette crise. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Anne qui va nous parler du sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, je vous invite à ne pas hésiter à poser des questions au fur et à mesure du fil de conversation, de manière à ce que nous puissions y répondre à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, on y reviendra. Anne, je te Merci laisse. Cécile. Merci Cécile. Donc sur l'exportation collaborative, qui est un terme un peu, certains me disent mais qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que tu veux dire par exportation collaborative? L'exportation collaborative, c'est le fait de mettre, même s'il n'y a pas une définition universelle évidemment, c'est le fait de mettre des entreprises d'un même secteur, d'une même filière, autour d'un projet et de décider d'aller sur une destination ou sur des destinations ensemble pour être plus fort et éviter de faire d'avoir une action qui soit trop individuelle. Voilà. Donc c'est mettre les entreprises ensemble autour d'un projet et avoir une vision long terme sur ce projet-là. Il est évident que quand on met des entreprises autour d'un projet comme ça, le temps que ça se monte, le temps que ça se fasse, évidemment, c'est pas pour rester 3 mois ou 6 mois ensemble, c'est forcément pour avoir une vision long terme, je dirais généralement à au moins 3 ans. Donc, ça sert à quoi? Le fait de se rassembler pour porter une offre de produits ou de services commune, ça sert à renforcer effectivement une action commerciale parce que une action commerciale, quand on la fait seule, elle est forcément moins intense et moins forte que quand on est à plusieurs avec, je dirais, les idées des uns et des autres. C'est évidemment des réductions et optimisation de coûts. Quand on prospecte à plusieurs, quand on fait de la promotion à plusieurs, on a évidemment des coûts qui sont réduits parce qu'on partage les factures. Ça, je dirais que c'est le côté le plus évident de l'exportation collaborative. Mais ça permet aussi de constituer une offre plus complète. Ça permet d'avoir, je dirais, une complémentarité de l'offre. Alors, je vais m'arrêter 2 minutes sur ce point-là, parce que on me pose souvent la question sur donc ça veut dire qu'il faut que les entreprises aient des produits vraiment différents, enfin je dirais très complémentaires et pas les mêmes types de produits. Alors sachez que nous on a une grosse expérience dans le vin par exemple. Et dans le vin, donc du coup, c'est des producteurs qui produisent du vin. Alors, généralement, c'est du vin je dirais, soit d'une même région, donc d'une même AOP. Donc, même si on dit, même si on a 15 producteurs ou 10 producteurs qui fabriquent, qui produisent un vin du Beaujolais, par exemple, parce que je reviens sur cet exemple-là qu'on a actuellement, c'est évident que chacun a sa particularité et d'arriver avec une offre, je dirais, d'une même région avec des particularités différentes apporte, je dirais, une offre plus complète sur le marché. Ça peut être évidemment quand on parle dans le secteur de l'industrie. Là, par contre, évidemment, il faut que ce soit généralement une offre beaucoup plus complémentaire pour avoir, je dirais, que chacun soit dans une chaîne de valeur qu'on apporte sur le marché. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être vraiment dans des produits complètement différents, puisqu'encore une fois, dans le vin, tout le monde fait voilà, tout le monde fait du vin, mais ça veut dire qu'il faut que, de toute façon, on ait une façon de construire une offre qui apporte de la diversité aux acheteurs à destination. Et le point qui, pour moi, est assez
essentiel et qui est très, très intéressant dans l'exportation collaborative, c'est l'augmentation de la visibilité, de la notoriété sur place. Quand on amène une offre sur un marché, on amène une offre française, on amène une offre peut-être régionale aussi, mais on a une visibilité sur le marché de destination qui n'a évidemment rien à voir avec une offre qu'on amène de manière totalement individuelle. Ce que ça apporte aussi quand on arrive avec une offre comme ça sur le marché, ça amène aussi une image de sérieux auprès des donneurs d'ordre, des acheteurs qui se disent bon, ben, ces gens-là ont réfléchi, ont construit quelque chose ensemble, ils sont là pour durer et non pas, vous savez, souvent on nous reproche de faire de l'export en one shot. Donc là, c'est le contraire du one shot en fait. C'est ce qui permet de s'inscrire dans la durée et de pas juste se dire allez, on se met à 10, partager un stand pendant 3 jours et après on refait, on n'apparaît plus sur le marché. Ben là, justement, c'est de se dire on va peut-être faire un salon pendant 3 jours tous ensemble, mais on aura fait des actions avant, on l'aura préparé, on aura fait des actions après. Et en termes de notoriété et de visibilité sur un marché auprès des acteurs, c'est assez fondamental. Pour moi, ce point-là est un point vraiment, vraiment important et intéressant. Notez bien toutes les questions pour qu'on puisse à la fin, parce que je sais que vous en aurez plein, donc voilà. Notez bien toutes vos questions dans le fil pour que Cécile puisse les remonter après. Alors, comment on constitue un groupement export, hein, l'exportation collaborative, c'est différentes phases qui ne sont pas très compliquées, hein, bien sûr. D'abord, il y a la préparation et le recrutement, donc le recrutement des participants. Ça se fait, si je prends mon exemple, généralement on s'appuie sur une fédération professionnelle ou sur une association d'entreprises, etc., où les gens sont déjà dans un cercle d'appartenance. Vous voyez, mais souvent ça passe par des fédérations qui ont envie de proposer à leurs membres des outils un peu différents pour aller à l'export. Donc le recrutement peut se faire de différentes manières. Voilà, donc soit via les fédérations, soit différentes entreprises qui se connaissent et qui se disent on serait bien à se regrouper pour aller sur tel marché. Enfin voilà, il y a différentes manières de faire un recrutement. Et moi, j'ai fait du recrutement un à un aussi, toute seule pour créer certains groupes. Enfin voilà. On essaye évidemment d'aller chercher des entreprises qui pourraient avoir des similitudes en termes de positionnement de produit, en termes de taille, même si je mets un bémol là-dessus, parce que j'ai évidemment plein de contre-exemples. Enfin, de toute façon, à chaque fois qu'on aura quelque chose, il y a toujours un contre-exemple. C'est-à-dire que moi, le premier club qu'on a créé en 2006, c'était des vins de Provence qu'on a amenés sur le Brésil. Il y avait une cave coopérative qui se lançait à peine à l'export et qui avait un consultant export, enfin un consultant, je dirais, à l'intérieur de la structure qui s'est mis à faire du collaboratif avec nous sur le Brésil. Et c'était la première fois qu'il mettait les pieds à l'export. Là, donc ça, vous voyez, c'est contre toute attente de se dire quand on va à l'export, on commence pas par le Brésil, qui est un marché un des plus compliqués au monde. Et puis c'était une plus petite boîte que d'autres négociants qui étaient beaucoup plus gros et beaucoup plus structurés. Enfin voilà. Donc le recrutement des participants, c'est un doux dosage savant entre les gens qui ont envie, parce que je pense que le critère numéro 1, c'est ça. C'est d'abord envie. C'est d'abord envie de partager. Donc, c'est un état d'esprit, très clairement. C'est un état d'esprit de se dire et de ressentir réellement qu'on est plus fort à plusieurs que seul. Autant aujourd'hui, ça a tout son sens dans la période que nous vivons, autant pendant beaucoup d'années, j'ai prêché ça et c'était pas très entendu, où les gens continuaient à penser que de toute façon, ils n'avaient pas besoin de ses collègues à côté et qu'ils pourraient faire tout seul. Donc voilà, le recrutement, il n'y a pas de règle. Je dirais que c'est aussi la volonté du chef d'entreprise de se dire je me lance
dans ce genre de projet parce que on va pouvoir partager et être plus fort en groupe. Après, il y a tout ce qui est dans la préparation, évidemment, tout ce qui va être préparation des outils des différents membres du groupe, que tout le monde ait un site internet éventuellement bien fait, que tout le monde soit prêt, je dirais, individuellement à rejoindre un groupe avec ces différents outils, ces listes de prix. Il y a une harmonisation aussi des prix pour qu'on puisse avoir une visibilité sur le marché en termes de prix qui soit cohérent. Et ça se prépare. Donc la préparation export en amont est assez importante. Les outils marketing à mettre en place aussi. Quand on fait un groupement export, quand on a fait jusqu'à présent un groupement export, on, on fait un marketing de groupe qui va être un peu un chapeau au-dessus des différentes marques qui sont individuelles. Chacun garde sa marque individuelle, bien évidemment, mais il y a une communication du groupe avec tous les outils qui vont avec, que ce soit logo, site internet, etc. Je reviendrai en vous donnant ces exemples-là. Après, il y a la prospection, parce que c'est le nerf de la guerre. On ne fait pas ça juste pour se balader en groupe, bien évidemment. On fait ça pour aller chercher des clients, des marchés ensemble. Donc, nous, la façon dont on est structuré, c'est que tous les pays sur lesquels nous travaillons, nous avons des bureaux locaux et des équipes locales. Donc, on s'appuie, en fait, c'est un travail partagé entre nous ici en France qui constituons, animons et motivons et faisons la stratégie de ce groupe-là. Et puis, on a notre équipe locale à destination qui elle, prospecte, contacte les clients potentiels, va sur les salons, etc. Donc, fait cette représentation commerciale sur le terrain tout au long de l'année. C'est ce qu'il y a d'intéressant. Donc, tout ce qui est prospection après, l'organisation logistique, évidemment, c'est quelque chose qui est plus facile et qui peut s'organiser et qui est un plus qu'on peut amener aussi aux acheteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un groupement, ça veut dire qu'on peut peut-être consolider les commandes chez un des membres et ça évite à l'acheteur de passer 5 commandes ou 10 commandes chez des personnes différentes, mais peut-être une seule et d'avoir le tout consolidé dans un seul container, par exemple. Donc, l'optimisation logistique est souvent impossible. Et après, ça, c'est la cerise sur le gâteau, c'est les actions promotionnelles, c'est-à-dire que quand tout s'est super bien passé, quand tout le monde a trouvé un débouché sur le marché, là, on peut commencer à faire des actions promotionnelles pour construire la marque en général et les marques individuelles aussi, pour que chacun puisse avoir une visibilité auprès des médias, dans la dégustation il y a beaucoup de choses à faire. Si c'est des produits alimentaires, ça peut être dégustation en magasin, ça peut être des salons professionnels, enfin, toutes des actions auprès des médias, enfin, tout ce qui constitue des actions promotionnelles et des constructions de marques sur le marché pour rendre la présence pérenne et faire en sorte qu'on installe des courants d'affaires qui durent le plus longtemps possible. Voilà sur comment on constitue, évidemment très brièvement, mais ça c'est à peu près les étapes qu'il faut avoir en tête quand on constitue ça. Je dirais que en termes de timing, il faut toujours imaginer que la préparation, ça va durer à minimum 6 mois, à minimum. La prospection, ça va durer, le développement commercial sur place, ça va durer pendant 1 an, 2 ans. Et puis les actions promotionnelles peuvent se faire petit à petit au fur et à mesure que les produits arrivent sur le marché. Voilà. Mais de manière générale, on annonce toujours que une action d'un groupement, c'est pas moins de on se lance pas pour moins de 3 ans, quoi. Voilà, c'est le minimum parce qu'il y a rien qui peut se passer à moins de 3 ans, qui soit vraiment significatif et intéressant, c'est évident. Donc le minimum c'est 3 ans. Nous on a eu des groupes qui étaient très actifs, qu'on a amenés en groupe au Brésil, etc. Donc je vous parlais du groupe des vins de Provence et ça a duré
ça a duré une dizaine d'années. Voilà. Mais aujourd'hui, grâce à ça, les vins de Provence ont la place de leader sur le marché, largement sur le marché du rosé aux États-Unis, au Brésil. Donc, ça valait le coup. Je passe à la slide d'après, qui sont juste effectivement des exemples supplémentaires. Olivance, qui est le nom qu'on a créé, et il y a un logo aussi qui va avec, sur des producteurs d'huile d'olive française qu'on a amené sur le marché anglais. Donc, et là, c'est pareil, on avait 5 producteurs, il y en a certains qui étaient importés, d'autres qui n'étaient pas encore importés. Donc, ça permettait de faire des actions de promotion en même temps qu'on faisait des actions commerciales. Donc, ça, c'était intéressant. Et le dernier en date, qui est le Club Cru Beaujolais. Et là, c'est parti du terrain, parce que c'est souvent, évidemment, enfin, pas, oui, c'est souvent une réalité terrain et des opportunités terrain qu'on remonte et qu'on a grâce à nos bureaux qui nous font dire qu'on aurait intérêt à amener une offre française dans ce secteur-là ou dans ce créneau-là. Donc, c'est ce qui s'est passé, par exemple, sur le Club Cru Beaujolais, où on travaille beaucoup sur le marché américain, sur les marchés du vin. Et les sommeliers avec lesquels on était en relation disaient qu'effectivement, le Beaujolais, les crus devaient être mis en avant comme l'offre la plus haut de gamme de la région Beaujolais et que ce n'était pas assez compris, structuré, etc. Et donc, c'est ça qu'on est allé chercher. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des vignerons dans les 10 crus du Beaujolais et on a créé ce groupe-là pour attaquer le marché américain et brésilien. Et vous pourrez voir, je pense que ça, c'est un des sites qu'on a le plus abouti. Vous pourrez voir sur Internet www.clubcrubeaujolais.com et là, vous verrez que, bon, ben, en termes de communication, c'est plutôt réussi. Voilà. Je vous donne quelques exemples de choses qu'on fait sur effectivement, les outils de com pour Olivance, où on a fait un Facebook, le Club Cru Beaujolais dont je vous parlais. Forcément, quand on fait des déplacements de groupe, là par exemple, c'était le Club Cru Beaujolais où on faisait une présentation auprès des sommeliers de l'offre du groupe. Ça veut dire qu'on fait forcément des outils marketing qui vont avec, des carnets de dégustation, des choses comme ça. Enfin, on essaye toujours. Après, on amène une offre française. Qui dit une offre française dit aussi, on essaye de faire les choses bien structurées, assez haut de gamme, pour donner le plus possible de professionnalisme à la démarche pour que effectivement ce soit voilà, irréprochable quand on arrive sur le marché avec les entreprises. Voilà, moi j'ai fini mes exemples. Je vais laisser, je vois il nous reste très peu de temps. Il faut qu'on puisse apprendre vos questions, donc je vais laisser. Très bien, merci Anne. Voilà, Cécile, dérouler son. Marseille a pris le dessus sur Lille, donc Lille va essayer de reprendre un peu la position dans l'habitacle de l'exportation collaborative. Écoute, merci en tout cas, c'était toujours très intéressant avec ton expertise. Alors moi, l'expertise que j'ai avec CBCI et les Hauts-de-France, c'est, et je vais essayer d'aller très vite pour qu'on puisse prendre un maximum de questions, c'était donc un groupement qui a été créé qui s'appelait GFI Décoration, qui avait été à l'initiative de la région et de CCI International. Et donc, vous le voyez, le groupement s'appelait My French Room. Et donc, l'idée, c'était de mettre en avant dans la décoration The French Art of Living. Donc, et vous voyez donc les entreprises qui ont été effectivement, comme le dit Anne, au départ, on a travaillé à la structuration du groupement avec les conseillers de CCI International qui étaient affectés à cette démarche. Et nous avons là ici pris l'option de plutôt prendre des sociétés ayant des produits complémentaires pour pouvoir prospecter une cible commune et encadrer donc les 2 VIE que vous voyez. Il y a eu un premier VIE de 2012 à 2014 qui s'est occupé plutôt des outils marketing et plutôt de la première partie de prospection. Et puis le deuxième qui a plutôt déployé.
et sur des zones différentes. Donc, si on regarde la slide suivante, on s'aperçoit sur la slide suivante. Voilà. Merci Anne. Très bien. Donc, le fonctionnement est toujours le même, hein, la création du site internet. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit par Anne, puisque c'est plus ou moins le même fonctionnement. La deuxième chose, c'était la stratégie commerciale, le choix des pays, la typologie des clients communs, puisque là, l'objectif, c'était absolument avoir une cible commune qui était les architectes et les décorateurs. L'apprentissage de la méthodologie, puisque mon rôle, moi, dans tout ça, ça a été de coacher les VIE de manière à les rendre efficaces de manière opérationnelle avec l'ensemble des membres. On a eu des missions qui ont été effectuées avec Business France à l'époque. Aujourd'hui, je vois dans le fil des questions, vous nous demandez si on est capable de faire autre chose que l'Europe, l'Asie et les États-Unis. Bien sûr, puisque nous avons, comme l'a souligné Anne, de collaborations assez fortes, publiques et privées. Nous avons beaucoup de partenaires, hein, donc à l'étranger, et donc sur les zones que peuvent être l'Afrique, que peuvent être la Russie, on a des partenaires privilégiés avec lesquels nous avons l'habitude, en fonction de la typologie, en fonction du secteur d'activité, de travailler. Donc le coaching, en tout cas ici, c'était d'aider à la préparation des voyages et missions de prospection sur le terrain, bien encadré également sur place, sur des salons professionnels, à l'époque Maison et Objets Paris et Singapour. Donc, je me suis déplacée avec le VIE pour pouvoir avoir une sorte de profil senior qui l'accompagnait. Donc, c'était mon rôle d'animatrice du groupement sur le terrain. Et puis, on a profité d'être sur place pour, comme l'a dit Anne tout à l'heure, aussi former des distributeurs et recruter des agents pour assurer une continuité de l'activité tout au long de l'année avec les VIE et la mise en place des agents sur place, jusqu'à la définition des objectifs de vente, les tableaux de bord, de manière à ce que chaque membre du groupement puisse avoir aussi un suivi individuel. Tout ça, ça a mené à quoi? On va voir sur la slide suivante. Voilà, donc on a des avantages, des inconvénients et des résultats obtenus. Sur les avantages, on l'a vu tout à l'heure, là, on avait un coût de prospection avec un nombre de missions, les recrutements locaux, le VIE, les déplacements. Grosso modo, c'est 100 000 euros l'année à peu près. On a pu diviser par 5 et puis, comme on a également une participation possible de la région, le coût par entreprise, tout compris, y compris les déplacements, c'est plutôt tourné entre 10 et 20 000 euros. La ressource externalisée qui était coachée, donc le VIE, du point de vue gestion administrative et par CCI, et plutôt au niveau commercial et marketing par moi-même. Qu'est-ce qu'on a obtenu? Une offre complète et attrayante pour l'ensemble des cibles, hein, puisqu'on a créé un site internet, on a créé des plaquettes, les outils marketing, on ne va pas y revenir, c'est le même fonctionnement, sauf que c'est spécifique à la décoration. Et puis, l'avantage, c'était de pouvoir, puisque c'était des offres complémentaires, peut-être plutôt rentrer grâce à l'expertise d'un des 5 membres chez une cible qu'on n'aurait peut-être pas eu de manière individuelle si on avait une approche spécifique à un seul produit. Donc ça, c'est un avantage vraiment important parce qu'on l'a vraiment vu sur le terrain, le fait d'être nombreux, on peut rentrer plus par un produit que par l'autre et ça draine tout le monde vers le haut puisque finalement, les gens finissent par s'intéresser au reste des produits et ça fait vraiment une émulation collective assez forte. Sur les inconvénients, on l'a dit tout à l'heure, également Anne l'a souligné, le fait de travailler avec un VIE, le principe du VIE, c'est 1 ou 2 ans, c'est 6 mois renouvelables, 1 an renouvelable. Donc la difficulté, c'est qu'au moment où le VIE est en fin de cycle, le groupement, comme il était conçu à l'époque, ne pouvait fonctionner qu'avec des VIE, donc c'était un petit peu limitatif. Aujourd'hui, les groupements qu'on propose avec Anne, c'est plutôt des groupements que nous animons et qui peuvent donc agir dans la durée avec les mêmes personnes, ce qui permet également d'être sûr que l'offre soit bien suivie dans le temps. La difficulté autre, c'était de trouver des cibles communes avec un intérêt identique au niveau des pays, puisqu'il y avait des membres qui voulaient plutôt aller en Scandinavie, d'autres membres qui voulaient aller en Asie. Donc, dans ce groupement, il y a eu 2 ans sur l'Europe et 2 ans sur l'Asie. Donc, ça, c'est peut-être un inconvénient quand on crée un groupe de bien définir au départ
ce qu'on veut faire avec ce groupement. Je vous invite à continuer à poser vos questions, comme ça on va pouvoir y répondre. Alors les résultats obtenus, évidemment, c'était plutôt positif dans la mise en place des distributeurs, des agents dans tous les pays qui ont été prospectés, un développement du chiffre d'affaires grâce à des cibles projets et des cibles retail, donc projet architecte décorateur et retail, puisque pour pouvoir contrecarrer cette difficulté qui était de dire que la cible n'était peut-être pas toujours commune, elle était cumulée à une cible individuelle pour chaque exportateur, par exemple pour le fabricant de carrelage des distributeurs de carrelage, pour le fabricant de robinetterie des distributeurs spécialistes de la robinetterie, et ça a permis à l'ensemble d'avoir une double action individuelle et collective, et évidemment un renforcement assez net de la notoriété à l'international. Voilà, et on va pouvoir répondre à vos questions dans ces dernières minutes qui nous restent, sachant qu'au niveau du suivi, comme vous le voyez, on a décidé avec Anne d'être solidaire de cette période particulière que nous vivons avec le Covid et de pouvoir vous faire bénéficier, quelle que soit votre demande, quelle que soit votre question, d'un échange individuel ou collectif sur des questions spécifiques que vous pouvez avoir auxquelles on ne pourra peut-être pas répondre aujourd'hui ou qui vous viendraient à l'esprit. Donc voilà, ça c'est la première solidarité et on viendra ensuite, après les questions, à comment regarder ensemble ce qui peut être fait sur le montage d'un groupement puisque on a beaucoup de secteurs d'activité qui peuvent être concernés, de l'agroalimentaire au textile, à la décoration, à l'environnement, la santé. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent, puisque vous avez compris, la méthode est la même, quel que soit le secteur d'activité. Donc, je vais prendre les premières questions qui nous sont arrivées. Alors, nous avons… Je voulais juste te dire, Cécile, si je peux me permettre, bien sûr. sur les projets qui sont en cours, qui peuvent intéresser certains d'entre vous qui êtes là à ce webinaire. On travaille avec l'ANIA, qui est l'Association nationale des industries agroalimentaires, sur le montage de 2 groupements, un sur la Chine plutôt orienté retail et online et un sur les US plutôt orienté food service. Et on a aussi un projet avec l'ADEPTA, qui est une association qui regroupe des entreprises fabricantes d'équipements agroalimentaires, où on essaye aussi dans différentes régions, je dirais, de porter la bonne parole sur le fait de partir groupés et de monter le plus possible de groupements d'entreprises pour se développer à l'export. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations là-dessus, évidemment, je suis à votre disposition. Très bien. Et sur les Hauts-de-France, donc on a effectivement les mêmes sujets, peut-être avec une complémentarité sur le textile, mode, habitat, décoration, mobilier, luminaire. Et bien évidemment, nous avons également des demandes en cours qu'on est en train de traiter. Donc, rien de précis, mais les sujets et les secteurs que je vous ai mentionnés tout à l'heure sont des secteurs sur lesquels nous avons eu des demandes. Donc, on y répondra avec grand plaisir. Alors, je prends quelques questions un peu au hasard. Quels sont les salons que vous organisez dans la zone Asie? Donc, Anne, si tu veux répondre. En fait, j'ai pas entendu, excuse-moi. Quels sont les salons organisés dans la zone Asie? Ça dépend dans quel secteur, quoi. Voilà. Donc, voilà, après, il y a des salons partout. Si je peux faire un petit focus sur la partie salon, généralement, pas toujours, mais généralement, on va amener nos entreprises du groupement sur un salon, surtout au début, sur un salon dans le pays concerné, qui est le plus approprié et qui permet, surtout pour lancer le groupe sur le marché, qui permet d'avoir une forte visibilité d'entrée, avec toujours un marketing autour du stand. Ce n'est pas des stands de 9 mètres carrés les uns à côté des autres, mais de faire un stand qui soit ouvert, qui soit un stand de groupe, quoi, avec les entreprises derrière et non pas voilà, les uns à côté des autres sans communication. Mais je dirais, le salon est un maillon de la chaîne, souvent. Hein, ça fait partie du plan d'action qu'on met en place. Et c'est aussi le moyen de faire des déplacements groupés avec tout le monde, parce que c'est important d'avoir au moins une fois par an les entreprises du groupe qui, ensemble, se déplacent sur le marché.
à fait, tout à fait. J'espère que j'ai répondu à Une la autre question. question, avez-vous une expérience avec les startups? Moi, j'ai pas d'expérience avec les startups, Alors, nous, on a eu mais dans c'est le jouable. groupement, si je veux donner une expérience qu'il y a eu dans le GFI de décoration, il y avait une start-up qui s'appelait Fred et Fred, qui a été membre du groupement à un moment donné pendant les 2 premières années et qui était plutôt orientée également projet. Donc, aujourd'hui, je pense que le sujet start-up, c'est le même sujet qu'une PME, PMI, à partir du moment où ça fait sens et que les valeurs qui ont été mentionnées par Anne, c'est-à-dire avoir envie et être dans une posture de dirigeant, d'être à l'écoute et ouvert à l'esprit de partage et aller avoir vraiment l'envie de chasser en meute avec des collaborateurs, il n'y a pas vraiment de sujet, c'est tout à fait possible de pouvoir le faire. Autre question, la structure juridique, forme Ah oui, GIE, oui, et financement je possible vois qu'il y a. par BPI. Donc, structure juridique ou GIE et financement possible via BPI France. Ce sont 2 questions. Alors, nous, on a fait toujours que des associations, pas des GEC, mais enfin, il n'y a pas de règles à ce niveau-là. Après, ça peut être Olivance, par exemple, ça a été porté. Ça dépend qui est impliqué, qui porte. C'est-à-dire, donc, si je vous prends l'exemple d'Olivance, ça a été porté par l'AFIDOL, qui est enfin, l'Interpro, si vous voulez, le syndicat qui représente l'huile d'olive française. C'est eux qui ont porté le projet. Donc, on n'a pas été obligé de créer quoi que ce soit en plus, ni association, ni GEC, ni quoi que ce soit. Après, par contre, on a créé plutôt des associations plutôt qu'autre chose. Et puis, BPI, alors BPI, si c'est pour l'assurance prospection, à ce jour, hein, mais ça peut évoluer, à ce jour, il n'était pas possible d'avoir une assurance prospection pour un groupe, mais ça devait rester individuel. Donc, toutes les entreprises du groupement doivent faire sa demande et puis c'est géré de manière individuelle. C'est très compliqué, je pense, de faire une assurance prospection de groupe. Oui, tout À à ce fait. stade, ça Mais n'existe pas pour à, l'instant. à titre individuel, ça fonctionne assez bien. C'était ce qui était fait dans le GFI Déco. Il y avait une assurance prospection individuelle pour chacun sur ses pays. Et puis, donc, les frais étaient divisés par 4. Donc, ça fonctionnait assez bien. Donc, c'est compatible. Je pense qu'on essaiera, nous, comme on a pu le faire sur le service export externalisé, où on a réussi à obtenir un agrément, on essaiera de le faire sur l'exportation collaborative. Mais ce sont des sujets sur lesquels nous travaillons avec nos fédérations de l'OSCI, des CCE, et ça viendra petit à petit. D'autres, une petite remarque, coaching de VIE pour un groupement Paris Vital, merci, ça effectivement c'était C'est sûr. indispensable. Est-ce Pouvez-vous parler? que moi, si je peux rajouter un truc sur le VIE, nous, on n'a jamais pris de VIE hein, pour gérer un groupement. On l'a toujours fait, nous, avec nos équipes locales. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, mais jusqu'à présent, on ne l'a pas fait. Voilà, ce sont des solutions qui sont en fait adaptées en fonction de la cible et de la volonté de chaque personne. Pouvez-vous nous parler de votre positionnement, votre intégration dans l'offre d'accompagnement à l'export qui existe par ailleurs, Business France, pôle de compétitivité, etc. Alors, pôle de compétitivité, je pense que tu as répondu, mais par rapport à Business France, bon, moi, vous avez vu que dans le groupement qu'on avait fait avec la CCI, il y avait un lien avec Business France, plutôt dans le cas de Anne et de ce qu'on fait aujourd'hui. En fait, on peut privilégier le partenaire qui va être le meilleur partenaire en fonction de la cible et du secteur d'activité du pays. Pour compléter, le positionnement par rapport à Business France, je dirais, Business France reconnaît que de toute façon, des démarches d'exportation collaborative qui sont des démarches commerciales, ce sont des sociétés privées qui doivent le faire. Donc ça, de monsieur le courtier jusque dans les régions, ça, tout le monde est d'accord pour dire ça. Ça peut se faire main dans la main avec eux. Quand eux, par exemple, accompagnent des entreprises sur un salon, se aperçoivent que les entreprises, elles y arriveront pas facilement seules. Ils peuvent être prescripteurs pour nous dire, ben voilà, on a fait tel salon, il y a un certain nombre d'entreprises qui auraient besoin vraiment d'être accompagnées et on pourrait monter une offre commune. Voilà. C'est en tant que prescripteur, très en amont de la démarche d'exploitation collaborative sur lequel après on prend le relais.
Une autre question pour Anne. Votre travail sur le Brésil a permis effectivement de créer le marché du rosé localement qui était inexistant. Ma question est la suivante. Les entreprises du groupe étaient-elles de tailles différentes? Y sont-elles toutes présentes aujourd'hui? Toutes ont-elles réussi à maintenir leur flux export, chaque entreprise sur des canaux spécifiques? Alors la réponse est oui. Elles ont toutes réussi à maintenir leur flux export. Une des sociétés du groupe est aujourd'hui, en 2019, le quatrième exportateur de vin français au Brésil. Donc, on est plutôt content. Dans le groupe, il y avait tout type d'entreprises. Il y avait, donc là, on parle d'un groupe de producteurs de vin. On avait des négociants, des caves et des producteurs indépendants. Il y a une grosse différence de taille et de chiffre d'affaires entre un producteur indépendant qui travaille éventuellement avec sa femme et sa fille, ils sont deux, trois, voilà, maxi par exemple, avec une société de négoce où il y a une vingtaine de personnes et qui est surtout beaucoup plus habituée au grand export. Donc, on est arrivé à gérer tout ça. Et c'est pour ça que je reviens encore une fois sur l'état d'esprit des dirigeants qui sont dans un groupe comme ça. C'est qu'effectivement, celui qui est le plus gros va aider le plus petit, celui qui a plus d'expérience va partager des tuyaux avec les autres. Il y a un cercle vertueux dans un groupement comme ça, de toute façon. Toujours, j'ai toujours vu un cercle vertueux se opérer parce que ceux qui sont moins aguerris, qui ont moins d'expérience et qui ont besoin de travailler des choses de manière beaucoup plus pointue, que ce soit leur marketing, leur emballage, leur étiquette, etc., sont portés vers le haut et tirés vers le haut par leurs collègues, parce que tout simplement, quand ils font des actions ensemble, ils se regardent et qu'ils se disent, tiens, les gens ne sont pas aveugles, hein, ils se rendent compte que si on se dit, moi je ne suis pas au niveau par rapport à lui, c'est quand même vachement bien, ils vont faire ce travail. Tous les groupes qu'on a accompagnés, au bout de quelques années, tout le monde est arrivé à ce niveau d'excellence, de packaging, de préparation, de tarifs, etc. C'est un cercle vertueux qui est super intéressant. Tout à fait, l'enrichissement collectif. D'autres remarques ou d'autres questions? Avez-vous pensé à mettre en place une bourse aux demandes pour intégrer des groupes d'export collaboratifs? Bon, je pense C'est que une bonne idée parce qu'on est en c'est train d'y travailler dessus. Je suis dans un groupe de travail actuellement au sein de l'OSCI parce que je suis en fait en charge de ce sujet exportation collaborative depuis plus de 10 ans à l'OSCI. Et donc, on est en train d'y travailler et c'est totalement d'actualité. modèle économique, mode de financement, bénéfice ou perte? Modèle économique, mode de financement. Alors, les modes de financement, il est clair que les entreprises qui se lancent dans un groupement comme ça, même si elles divisent les frais, s'attendent à pouvoir avoir du financement. Ce qui est souvent le cas, parce qu'on en a toujours eu, et c'est très divers. Ça peut être, là par exemple, les groupes qu'on est en train de constituer avec l'ANIA, c'est le ministère de l'Agriculture qui a fait ses appels à projets et qui en finance une partie, 35% à peu près. Le club cru Beaujolais, il y avait la région qui nous a soutenus à hauteur de 50 à 60% selon les années. Enfin, voilà, il y a des subventions européennes, beaucoup, surtout dans le domaine du vin, mais qui sont très compliquées à gérer parce que voilà, je ne peux pas rentrer dans le sujet, mais c'est très compliqué à gérer et c'est pas très rapide pour être remboursé, donc ça pose quand même des problèmes de cash flow importants. Et, et voilà, après, business plan, compliqué d'en faire un avant de partir et avant de se lancer parce qu'il y a des études à faire, parce qu'il y a du travail à faire sur place, parce que, etc. Donc, mais bon, en fait, Anne, il ne faut pas trop faire d'études non plus parce que sinon on ne se lance jamais, quoi. Voilà. voilà, sur ce sujet de business plan, on peut aussi en amont définir le coût
des études et du coup l'intégrer au business plan pour évidemment comprendre comment, en faisant un minimum de recherche, mais en allant sur place, on peut plus ou moins, avec l'expertise qu'on a des animations, considérer que, bah, comme l'a dit Anne tout à l'heure, 6 mois de préparation, ensuite vous avez la première et la deuxième année en prospection. Donc généralement, et ça va répondre à une autre question qui est posée, c'est quels sont vos arguments pour faire assimiler aux entreprises la durée avant de confirmer la pérennité de la démarche, qui est souvent ignorée parce que les prévisionnels ne sont pas réalistes. Ben justement, moi, on fait des prévisionnels réalistes, on passe, je pense, plus de temps à expliquer aux gens qui risquent peut-être d'être à zéro en année 1 et en année 2 et que c'est l'année 3, 4, 5 qui paye. Et c'est notre rôle de leur dire dès le départ et de l'intégrer dans les business plans. Et après, ben, s'il y a des belles surprises déjà dès la première ou la deuxième année, tant mieux, et c'est souvent le cas, mais on prépare plutôt souvent les gens à la réalité parce que c'est ce qui rend les entreprises pérennes. Je pense qu'Anne, tu es d'accord avec moi sur le Oui, sujet. et puis c'est un mode de fonctionnement, hein. On n'est pas là à promettre la Lune, hein. C'est un mode de fonctionnement. Ce que vous devez vous poser comme question, c'est est-ce que je vais seul attaquer le marché chinois ou est-ce que j'essaie de rentrer dans une offre commune parce que tout seul, le marché chinois, ça va être compliqué et c'est beaucoup voilà, d'investissement, de temps. Et est-ce que je vais arriver à être visible, moi, avec mon offre sur le marché? C'est un mode de fonctionnement, c'est un outil et il faudra faire, je dirais, les mêmes prévisions que ce qu'on peut faire jusqu'à présent. Il y a Jean Bailly qui me posait la question sur le Brésil. Je n'ai pas fini, a priori, de répondre sur les différents canaux de distribution. Ça, c'est important aussi. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les groupes là qu'on est en train de constituer avec Ania, les États-Unis, ça va être plutôt orienté food service. Donc, les entreprises qui rentrent dans le groupe doivent avoir une offre et doivent être intéressées par ce canal de distribution-là. Et même chose pour la Chine, qui va être plutôt une offre retail et plutôt retail online. Sur ces, je dirais, gros marchés-là, c'est sûr que c'était important. Quand on est arrivé avec l'offre Vin de Provence au départ, on ne savait pas trop. Après, selon les offres, on est allé plutôt vers la AGD, plutôt vers le food service. Et certains sont des importateurs qui font les deux, ou qui font l'un, qui font l'autre, ou on s'adresse à l'AGD en direct aussi pour beaucoup d'entre eux, quoi. Oui, alors je pense effectivement, tu as raison de le préciser. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit le secteur d'activité, euh, on va chercher le meilleur canal de distribution et on va privilégier aujourd'hui, on est quand même dans l'omni et le multicanal. Donc, tout à l'heure, on parlait de B2B, B2C, l'approche directe, l'approche indirecte. On va faire un mix de ce qui semble pertinent sur chaque marché, justement en fonction des retours, des premières prospections qu'on peut faire à nos représentants locaux. Donc, c'est important. Une autre question qui vient plutôt sur le continent africain. Vendre, c'est bien. Être payé, c'est encore mieux. Donc, un conseil nous est donné par quelqu'un qui est en Espagne, je crois, d'après le numéro, peu importe. Se couvrir par une assurance crédit ou un courant d'affaires par une stand-by ou des gros montants par un crédoc, bien évidemment. Que conseillez-vous sur l'Afrique? La même chose, enfin, quand on fait du Brésil, c'est pas beaucoup plus rassurant, quoi. Donc, on fait la même chose. L'avantage, c'est qu'effectivement, comme on a des équipes locales basées localement, euh, cette proximité géographique fait aussi que c'est plus facile de recouvrir que depuis la France, ça c'est évident. Après, chacun aussi, encore une fois, chacun doit assumer aussi ses responsabilités quand il doit vendre à un acheteur. Il n'y a pas de raison parce qu'on est dans un groupement qu'on doit baisser la garde et qu'on se dit je risque rien parce qu'on est en groupe. Oui, C'est les mêmes, je dirais, les mêmes conditions que quand vous vendez seul. Vous faites soit un paiement d'avance, soit lettre de crédit, ouais, soit, enfin, voilà. j'ajouterais, Anne, à partir du moment où on a systématiquement des experts locaux dans chaque pays, on sait qu'il y a des particularités en Afrique et donc les experts locaux vont faire les bons choix par rapport aux objectifs du groupement. Donc voilà, moi je pense que la réponse est on a les bons partenaires quel que soit le continent
Et du coup, ben, on monte tout ça ensemble en fonction du secteur d'activité et du pays, et on va adapter les méthodologies à chaque culture. Ça, c'est Oui, important de c'est le sûr. comprendre. Et à chaque client aussi, selon la réputation, d'où l'importance d'avoir effectivement une présence locale. Ouais. Alors, Parce qu'il y a aussi la réputation, quoi. une autre question, avez-vous une expérience dans les équipements de protection individuelle? Oui, nous avons accompagné des gens dans le textile technique. Donc ça, il faudra qu'on voit en privé. On a effectivement chez CBCI l'expertise textile fantaisie, textile technique. Donc ça, on peut en reparler. Avez-vous proposé une carte de France des produits dans l'agroalimentaire? Bon. Anne, je Non, te laisse. non, on n'a jamais fait ça. Encore une fois, c'est infini, hein. Tout ce qu'on peut monter en termes de groupement, on peut très bien effectivement monter des groupements offres régionales avec quelques produits les plus spécifiques. Enfin, tout ça est encore à défricher et à monter, quoi. Il y a pas de, mais on l'a pas fait pour l'instant. Il y a d'autres questions que je ne relis pas auxquelles on a répondu concernant l'assurance prospection, concernant les continents, hein, la Russie, concernant tout ce qui est club export. Tout ça, on pourra vous voir en privé si vous voulez quelques contacts par rapport à tout ça. Je vois qu'on a, je vais prendre peut-être une dernière question avant qu'on se quitte. Euh, Les cycles de déploiement international de 3 à 10 ans et les ressources clés que vous décrivez sont-ils acceptés par les entreprises clientes? J'ai le sentiment que les attentes sont sur des résultats rapides. Comment gérez-vous cette attente de vos clients? Je pense qu'on y a répondu. C'est pas simple, mais moi je le dis d'entrée. Donc voilà. Après, il peut y avoir toujours d'entrée. On dit que le minimum, mais c'est comme dans des démarches individuelles. Quand vous allez sur un salon, les entreprises, si elles pensent qu'elles vont revenir avec des commandes, c'est un peu illusoire. Ou alors des one-shots, évidemment, mais c'est pas comme ça qu'on construit quelque chose de vraiment bien et long terme. Donc, on le dit, oui, les entreprises peuvent avoir des attentes qui sont beaucoup plus court-termistes. Voilà, on leur dit c'est comme jouer au loto, hein, ça peut arriver. Et puis, vous pouvez gagner. Et puis, sinon, il va falloir travailler en fait. Voilà. Alors, il y a je vais faire un résumé de questions parce que la durée de vie, on en a parlé. Les groupements créés sont-ils toujours actifs? Moi, j'ai donné l'exemple des actions menées. Anne a toujours les actions en cours sur certains sujets. Quelles sont les possibles raisons de l'arrêt et quelles difficultés ont rencontré les membres? Quelles sont les règles qui sont mises en place entre les acteurs du groupe? L'arrêt, c'est que. Alors, je vais vous prendre l'exemple sur le groupe, le premier qu'on a monté, qui était en 2005, où on a commencé vraiment à être actif à partir de 2006. On va dire à partir de 2017 à peu près, ils ont arrêté de voyager ensemble, parce que les courants d'affaires tiennent bien. Qu'il faut que chacun, je dirais, gère en fait un peu sa relation avec son distributeur. Son distributeur va demander à son fournisseur de venir à des moments qui lui semblent plus opportuns que quand il y a un salon, par exemple. Et puis, un dernier exemple qu'on a eu sur l'arrêt, et je reprends ce que dit Jean-Christophe, et c'est vrai, c'est le retrait de l'animateur. C'est-à-dire qu'un groupe ne s'auto-gère pas. Ça, il faut le savoir. C'est clair, mais net et précis. À chaque fois, mais enfin, c'est mathématique en fait. À chaque fois qu'il n'y a pas, qu'il y a un animateur qui se retire ou qu'il n'y a pas d'animateur parce que les entreprises pensent qu'elles peuvent s'auto-gérer. L'autogestion, ça peut arriver que ça fonctionne, mais c'est quand même assez rare. Ça part en live en fait parce que c'est du boulot. Donc voilà, parce que celui qui va vouloir le faire au sein du groupe, les autres vont le taxer de mais il essaye de tirer la couverture à lui obligatoirement. Donc c'est voilà, c'est une des raisons de l'arrêt.
Voilà. Tout à fait. Nous, sur le Brésil, on est resté agent, en fait. Donc, on continue à animer le marché individuellement pour les uns et les autres, mais pas en tant que groupe. Mais parce que pendant 10 ans, on a été, que le job a été fait en termes de visibilité, de construction, de la notoriété pour tout le monde. Après, il faut suivre le courant d'affaires et voilà. Et de temps en temps, ils mettent de l'argent en commune pour faire un déjeuner de presse ou un truc comme ça. Donc, pour répondre à la question de Peggy, oui, on fait des actions auprès de la presse. Voilà, sur la partie GFI décoration, la raison de l'arrêt du groupement, c'est l'arrêt des financements par la région, très clairement. Je dirais la même chose qu'Anne. Je pense que l'animateur, c'est le point essentiel. Quand vous avez une personne qui arrive à fédérer l'ensemble, ça change la donne. Et il faut que cet animateur soit externe pour qu'il y ait une objectivité entre les membres. Ça, c'est très important. Et je dirais également qu'il y a eu, dans le même cas, des suivis plutôt individuels ensuite qui ont été faits en fonction des sociétés pour lesquelles l'action est toujours menée aujourd'hui sur ces pays. Donc, c'était plutôt positif. Et effectivement, à partir du moment où le courant d'affaires est établi, il peut être repris de manière individuelle, soit sous forme d'agent ou autre. Dernière question, parce je vois que le timing, mais il y a beaucoup de questions, je vois que vous êtes très intéressés, c'est plutôt positif. N'est-il pas plus efficace de recruter des profils spécialistes de l'international plutôt que du domaine d'activité lorsqu'on veut se renforcer ses équipes? Ça, pour moi, c'est clair. Vous prêchez des convaincus. Ouais. Parce que dans les groupements export, là, par exemple, nous, on arrive à faire, voilà, on arrive à faire de l'accompagnement de différents domaines d'activité. C'est des réflexes qu'on a et c'est une culture qu'on a plutôt que d'être le spécialiste de tel ou tel produit, quoi. Alors, une petite précision d'une experte de l'OSCI concernant BPI et l'assurance prospection. Il vaut mieux rester en individuel dans l'assurance prospection car de cette façon, chaque participant ne rembourse qu'en fonction de ses propres performances. Il ne court ainsi pas le risque que sa réussite rembourse l'échec de son voisin. Voilà, sur le collaboratif, ça sous-entendrait que c'est une entité collaborative qui facture et qui fasse une assurance prospection en collectif, mais ce n'est pas encore le cas. Une remarque, je pense qu'il est possible de développer la participation dans les salons virtuels. C'est simple et économique. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimerais répondre à cette question parce qu'on a commencé avec un de nos clients à travailler sur ce web salon et ça fonctionne plutôt bien parce que nous sommes dans cette période un peu surréaliste et que les gens se rendent compte qu'il faut aussi agir un peu différemment. Je ne pense pas qu'on remplacera les salons virtuels, surtout pour goûter de la charcuterie ou du vin, ou pour toucher de la soie ou de la dentelle, ou pour voir qu'un meuble est fabriqué plutôt avec de la qualité. Mais voilà, je pense qu'on va vers un mix des deux. Anne, est-ce que tu veux dire quelque chose sur le sujet? Non, je ne vais pas. Voilà, parce qu'on est dans une période qui est trop particulière. Je pense que le déplacement, le voyage, la rencontre entre les gens fait quand même partie de l'international et c'est ce qui fait qu'on est des passionnés. J'espère qu'on ne va pas rester encore non plus des mois derrière nos ordinateurs, sinon on va péter un plomb, quoi. Excusez-moi, mais voilà, ça fait partie On est d'accord. Voilà, ça fait quand même partie. Alors, il y a des choses de prendre l'avion pour faire 2 heures de réunion à l'autre bout du monde, je pense que ça, on va pouvoir s'organiser autrement, c'est clair. Maintenant, sur les salons, sur un certain nombre d'événements, je pense qu'il faut quand même garder en tête qu'on a besoin de cette proximité et de comprendre aussi. Il y a toute la partie interculturalité qui fait que c'est quand même assez fondamental d'aller se frotter aux populations locales, de savoir comment ils réagissent et comment Bon, en ça se tout passe. cas, je vois que quelques personnes commencent à s'impatienter pour le déjeuner. Donc, on va peut-être finir avec une dernière slide qui va nous permettre déjà Là, vous avez vu, vous avez nos coordonnées. On va vous envoyer la présentation. On vous invitera à aller voir nos sites internet puisque les sites de CDCI et de OC viennent d'être nouvellement refaits. Et ça vous permettra aussi de regarder plus en détail chaque exemple qui a pu être fait. Allez voir nos profils LinkedIn également avec des témoignages. Voilà, et moi je vais vous donner, avant de laisser la parole à Anne si elle veut conclure, je vais vous donner rendez-vous jeudi prochain sur un nouveau webinaire qui permettra donc d'intégrer comment repenser son business model avec l'international, existant ou pas. Et voilà, Anne, je te laisse peut-être le mot de la fin.
Merci beaucoup à vous tous. Comme disait Cécile, on est à votre disposition. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent là. Vous allez recevoir. On est vraiment. Je pense qu'il faut profiter de cette période-là où on arrive à se joindre les uns les autres parce qu'on est enfermés chez nous et qu'on est quand même beaucoup plus dispo pour échanger. C'est quand même le bon côté du confinement, c'est qu'on a plus de temps pour les uns et les autres. Et du coup, on est vraiment à votre disposition. Et merci d'avoir participé, d'avoir été là. Bonne Merci à fin tout de le monde. journée. Alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées de l'autre côté sur le fil de questions-réponses. Donc, je nous excuserai si on n'a pas pu répondre à tout. Je vous invite à poursuivre de manière individuelle. On peut tout à fait créer une visioconférence où Anne et moi serons présentes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter toutes les deux. Nos excuses si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour votre intérêt. Revenez vers nous avec vos questions. On répondra de manière individuelle. Il n'y a pas de Tout souci. à fait. Et puis, Merci. rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt. À Bonne bientôt. journée.